Évidemment qu'en 6 mois, on ne peut pas tout effacer, on ne peut pas tout renouveler, mais je crois en la volonté politique et j'ai pu présenter déjà les premiers résultats qui sont importants. J'ai surtout aussi présenté une nouvelle approche, une nouvelle méthode, en disant que pour moi l'action politique c'était déjà prendre des positions claires, avoir une parole publique qui soit à la fois sincère et qui fasse un constat directement relié à la réalité. Et j'ai indiqué aussi qu'au-delà de la parole publique, il fallait désormais assumer un certain nombre de ruptures dans les approches, ruptures en termes de stratégie et avec un certain nombre d'armes nouvelles pour qu'on puisse rétablir l'ordre public. Si ce matin je suis ici à Marseille, c'est pour illustrer 2 stratégies nouvelles qui illustrent d'ailleurs 2 ruptures, 2 nouvelles approches en matière de sécurité du quotidien, l'opération d'hier, une opération massive, je vais y revenir, et une autre opération, vous n'en êtes pas encore prévenu, qui a eu lieu très tôt ce matin, dès l'aube, avec 21 interpellations liées au narcobanditisme, non pas de bas de spectre, mais de haut du spectre, qui vont nous permettre de démanteler un réseau qui est un réseau important sur Marseille et qui illustre ce que j'ai voulu aussi faire sur une opération que j'appelle désormais ville sécurité renforcée, mais je vais le détailler très rapidement. Donc 2 nouvelles approches, 2 ruptures. D'abord, sur la sécurité du quotidien, j'ai demandé au préfet, accompagné de la gendarmerie nationale, des commandants de groupement et puis des DIPN, de la police nationale, de renouveler l'approche. Je pense que Paris ne sait pas tout. Je suis provincial et je crois en la subsidiarité. Donc on a renversé les choses, totalement. On a renversé la pyramide et en matière de sécurité du quotidien, je me suis adressé à chaque préfet pour que chaque préfet me délivre, dans des temps qui les amenaient jusqu'à la fin du mois de janvier, un plan de restauration, d'action, notamment pour la sécurité du quotidien. C'est nouveau, puisque c'est la confiance accordée au terrain. Je pars du principe qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Et évidemment, il y a une sorte de troc vis-à-vis des préfets, des gendarmes, des polices. Le troc, c'est vous avez la liberté d'initiative, ayez de l'audace, ayez de l'imagination, mais en contrepartie, je veux des résultats. Ça, c'est l'opération qui vise à rétablir la sécurité du quotidien. Très concrètement, quelles sont ces caractéristiques? Première caractéristique, je viens de l'expliquer, la confiance au terrain. Ce n'est pas Paris qui décide, c'est le terrain qui connaît bien ces délinquants, leurs habitudes, la géographie des actions de délinquance et avec un plan donc chaque département a réalisé. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, on s'occupe de la sécurité mais aussi de la délinquance à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on effectue des contrôles. Hier, par exemple, il y a eu 10 000 contrôles d'identité, mais c'est toutes les sortes de délinquance. Le préfet en dira un mot tout à l'heure. Donc c'est en réalité un spectre très très large. On utilise l'ensemble des leviers que l'État a, y compris d'ailleurs, par exemple, sur la sécurité sanitaire, quand il s'agit de fermer des commerces. Bon. Évidemment, police de l'immigration, dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et toutes sortes de délinquances, celles qui sont les plus classiques. Ça, c'est deuxième caractéristique, 360 degrés. Troisième caractéristique, l'idée du continuum de sécurité. Et j'en viens au travail que nous réalisons entre forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie et les collectivités. Partout où je passe en France, je le vois bien maintenant et je le sais. L'expérience, les chiffres, objectifs, l'observation du terrain ne ment pas. Là où il y a une coopération entre les villes, communes, monsieur le maire, départements, métropoles, madame la présidente, et les régions, monsieur le président, alors on a des résultats. C'est ce qu'on appelle, d'un terme un peu technique, voire technocratique, le continuum de sécurité. Ça marche
quand chacun assume une responsabilité en matière de sécurité. Ça marche parce que la sécurité, désormais, ça n'est pas que l'affaire de l'État. Évidemment, je suis ministre régalien et je tiens au rôle primordial de l'État en la matière, mais il faut aussi que chacun assume son rôle. Et c'est le cas ici, et là encore à 360 degrés, sur la voie publique, mais aussi, ça a été illustré ce matin, dans les transports publics, et c'est quelque chose de fondamental. Vous avez des millions de Français qui prennent tous les jours les transports en commun, et on veut développer, pour des questions environnementales aussi, le transport en commun. Donc la sécurité dans les transports en commun, c'est important. Et là, je veux saluer vraiment, bien sûr, nos forces de sécurité intérieure, notamment la police nationale et la gendarmerie nationale, mais je veux saluer chacune des collectivités qui, ici à Marseille, je le dis d'autant plus et d'autant plus librement, que ce n'est pas toujours le cas ailleurs en France. Je voudrais saluer l'action du maire, voilà, à travers un réseau de vidéoprotection qui est très important. J'étais il y a quelques instants avec le procureur de la République. Ce sont des milliers de réquisitions d'images quand on veut élucider des affaires. Désormais, en matière d'élucidation, la justice ne pourrait plus se passer de ces éléments en termes de caméras. Mais c'est aussi un engagement de la commune et de la ville vis-à-vis des policiers municipaux. Je voulais vous en remercier. Ensuite, donc je gravis les niveaux d'échelons territoriaux. Pour ce qui concerne la métropole et le département, je voudrais là aussi remercier Martine Vassal qui, en matière de transport, est très engagée sur la sécurité, en matière départementale, puisqu'il y a une convention d'ailleurs entre l'État et le département pour qu'on ait un certain nombre de financements. Et là aussi, merci, parce que tous les départements ne sont pas autant engagés que le département des Bouches-du-Rhône et que la métropole dans les opérations de sécurité. Et, Monsieur le ministre, cher Renaud, la région, là encore, j'ai été président de région, et toutes les régions n'ont pas le même niveau d'engagement en matière de caméras. Je sais que pour ce qui concerne Martine Vassal sur ces transports, c'est plus de 5500, je crois, caméras qui sont installées. Pour la région, c'est 11 000 caméras. C'est fondamental pour nous. Et aussi, là encore, une convention entre l'État et puis la région. C'est ça le continuum de sécurité. Et c'est ce continuum qui fonctionne bien à Marseille. Alors évidemment, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des étiquettes politiques qui sont différentes. Mais quand on est au service de nos compatriotes, ces étiquettes, elles doivent s'effacer. Et l'effort consacré à la sécurité dans une société de plus en plus violente doit prévaloir sur toute autre considération. Et je voudrais remercier les élus d'ici, de la ville, du département, de la métropole et de la région de l'avoir compris. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. Encourager le continuum de sécurité partout, sur la voie publique, mais y compris en mobilité dans les transports en commun. Et la quatrième caractéristique, c'était le cas hier, ce sont des opérations qu'on veut mener de façon visible, c'est-à-dire massive. L'opération d'hier a engagé à peu près 1000 personnes. 1000 personnels, toutes forces confondues, dont 7 unités de forces mobiles, ce qui est, Monsieur le Préfet, assez peu fréquent. Mais on tient à ce caractère massif de notre intervention. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça n'est pas un coup. Ce que je tiens, et le préfet le savent, les préfets le savent, c'est que ce type d'opération, on puisse les répéter. On puisse les répéter parce qu'elles doivent être durables dans leurs effets et ce n'est qu'en matière de durée qu'on parviendra à avoir de vrais résultats. C'est la doctrine, donc je le rappelle, les 4 caractéristiques. La subsidiarité, on fait confiance au terrain, on agit sur 360 degrés en matière de délinquance, le continuum de sécurité, c'est-à-dire le partenariat avec les collectivités territoriales, un caractère très massif, très visible. Bien sûr, je vous ai parlé de 10 000 contrôles d'identité. Le préfet vous donnera un certain nombre d'autres résultats plus précis que je pourrais le faire moi. Et enfin, des opérations qui certes sont massives, mais qui ne sont pas des opérations isolées. Et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est une première approche pour rétablir, restaurer la sécurité du quotidien avec, là encore, cette rupture que j'assume de faire confiance au terrain et de privilégier le continuum de sécurité. L'autre point qui me tient à cœur, parce que c'est un combat qui est pour moi fondamental, sur le narcotrafic. C'est un combat que j'ai engagé quand j'étais au Sénat, président du groupe LR au Sénat,
puisque j'avais déclenché une commission d'enquête sur notre droit de tirage, sur le narcotrafic. C'est cette commission d'enquête qui a donné lieu à des conclusions qui ont été votées à l'unanimité et qui, à partir de ces conclusions, ont donné lieu à une PPL transpartisane, portée aussi bien par le président de la commission, qui était Jérôme Durin, PS, que par le rapporteur, qui était un de mes sénateurs, Étienne Blanc. Cette PPL a été votée à l'unanimité au Sénat. Je voulais quand même redire qu'une PPL de cette importance en matière régalienne, c'est quasiment du jamais vu. Les textes régaliens, en règle générale et quasiment systématiquement, proviennent de PJL, de l'initiative gouvernementale. Et là, c'est le Parlement qui s'est saisi d'une affaire qui est fondamentale pour la France, le narcotrafic, voté à l'unanimité au Sénat et voté à une majorité, très franchement, qu'on n'espérait même pas à l'Assemblée nationale. Évidemment, les Insoumis n'ont pas voté, ils ont même tenté, article après article, de déconstruire consciencieusement, méticuleusement ce texte, mais c'est à plus de 436 voix, 435 ou 36, contre un peu plus de 70, qu'à l'Assemblée nationale, ça a été voté. Et dans quelques jours, le vote définitif, puisqu'il y a eu la commission mixte paritaire, qui a réuni les 7 députés et les 7 sénateurs, et dans quelques jours, la semaine prochaine, ce texte sera voté définitivement. Je veux redire, puisque le 8 novembre, j'étais venu à l'époque avec le garde des Sceaux Didier Migaud pour dire toute l'importance que j'attache à ce combat, qui est un combat qui est la cause racine, et vous le savez à Marseille, de l'hyperviolence, mais partout en France, et qui est un combat qui désormais ébranle nos institutions, peut les ébranler, à travers notamment la corruption. Ce texte-là prévoit une réorganisation complète de l'État sur le modèle du terrorisme. Je voudrais vous rappeler que la France a été frappée par le terrorisme, qui a fait 274 morts, mais le narcotrafic, la criminalité organisée, en 3 ans, ont fait plus de morts que le terrorisme en 15 ans. En revanche, le terrorisme, la nouvelle organisation de l'État, a porté ses fruits. Nous avons déjoué, depuis une douzaine d'années, pas moins de 86 attentats. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Demain, et on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Autriche, on l'a vu en Allemagne, la France peut encore être frappée, certes, mais 86 attentats déjoués, avec une nouvelle organisation. Cette nouvelle organisation, nous la dupliquons en matière de criminalité organisée, puisqu'il y aura une justice spécialisée, un parquet national, un PNACO anti-criminalité organisée, jusqu'aux juges d'application des peines, jusqu'à des cours d'assises spécialisées pour éviter que des jurys populaires soient l'objet de menaces de la part des narcotrafiquants. Et puis un état-major qui dépendra du ministère de l'Intérieur, où cet état-major que j'ouvrirai dans quelques semaines à Nanterre, à Paris, sera placé sous la direction de la DNPJ, la direction nationale de la police judiciaire. Pourquoi? Parce qu'elle voit déjà passer 80%, et même plus de 80% des affaires de narcotrafic, de criminalité organisée. Et on aura sur le même plateau tous les services de renseignement de l'État, des 4 ministères concernés, l'Intérieur, la Justice, renseignement pénitentiaire, les armées, DGSE et Bercy, bien sûr, Tracfin, les douanes, etc. Donc, services de renseignement et services d'enquête. Décloisonnement de l'État face à des réseaux, eux, qui sont décloisonnés, qui sont structurés et qui sont parfaitement coordonnés. Donc, vous voyez, une nouvelle organisation, de nouvelles armes contre la corruption, contre le blanchiment, de nouvelles armes aux préfets. Les préfets vont pouvoir fermer beaucoup plus facilement des commerces qui sont en réalité des blanchisseuses. Les préfets vont pouvoir interdire de paraître des narco-racailles sur les points de deal et autour. Les préfets pourront se substituer aux bailleurs sociaux ou même privés pour l'expulsion de ces narcotrafiquants qui occupent des logements sociaux et qui pourrissent des barres entières d'immeubles, avec des familles à côté qui n'ont pas d'argent pour aller déménager. Voilà. Donc on a un texte qui est fondamental. Il y aura, je pense, un avant et un après, même si la lutte contre la criminalité organisée prendra du temps. Mais là, on va commencer à lutter à armes égales. Et il y a, à côté de ce texte, une stratégie nouvelle, qu'on va illustrer ce matin précisément. La stratégie nouvelle, elle consiste pas seulement à faire un coup de poing sécuritaire avec les forces de l'ordre. La stratégie nouvelle, elle articule 3 dimensions.
Trois dimensions qui peuvent assurer ces résultats et son caractère durable. La première dimension, c'est la dimension judiciaire. Il n'y a pas de résultat durable sans démantèlement des réseaux. Il n'y a pas de résultat durable sans cette coopération étroite entre l'autorité judiciaire, que je veux saluer, et tout particulièrement le procureur ici à Marseille et les juges d'instruction, et bien entendu nos forces, j'y viendrai pour le cas d'espèce de ce matin, nos forces de sécurité, notamment la police judiciaire. Donc première action, le renseignement et l'action judiciaire pour aller démanteler les réseaux. Deuxième dimension, la dimension plus classique sécuritaire, police, gendarmerie pour occuper l'espace public, fouiller les voitures, fouiller les caves d'immeubles, etc. Et troisième dimension, pour briser les écosystèmes du narcotrafic, la dimension d'entrave administrative, c'est ce que le préfet pourra détailler dans quelques instants, où on utilise toutes les administrations de l'État, toutes, y compris services vétérinaires, sécurité sanitaire, douane, etc., des DFIP en matière fiscale, bien entendu les services du ministère de l'Intérieur, pour qu'on puisse dresser des obstacles administratifs et détruire progressivement les écosystèmes de la drogue. Cette stratégie-là, on va l'illustrer, je l'illustre devant vous ce matin, puisque aux Aurores a eu lieu une très vaste opération judiciaire, qui est une opération d'ailleurs nationale, mais dont les racines sont évidemment marseillaises. Cette opération a visé plus d'une vingtaine de cibles au moment où je vous parle, et évidemment j'ai demandé au procureur jusqu'où je pouvais aller sans rien dévoiler et sans gêner bien entendu l'enquête, mais ces cibles sont quasiment toutes atteintes. Elles n'étaient pas toutes à Marseille, mais nous y travaillons. Il y a une très forte mobilisation, puisque la mobilisation sur ces cibles, qui sont des cibles très importantes, je vous le détaillerai en tout cas rapidement après, ont mobilisé pas moins de 170 enquêteurs. Ce qui est très remarquable dans ces opérations, ça illustre un petit peu d'ailleurs le décloisonnement dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est qu'ont participé, bien entendu, le service interdépartemental de la police judiciaire, messieurs les directeurs interdépartementaux, directeurs zonal. Ça, ce sont des ressources territoriales, les ressources nationales avec l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, ressources nationales qui dépendent de la direction, la DNPJ, la direction nationale de la police judiciaire. Pour les interpellations, il a fallu l'antenne du RAID, il a fallu le recours à 2 BRI, évidemment, et on a en plus une autre ressource, 2 ressources complémentaires, l'unité d'investigation nationale en matière d'enquête et aussi, évidemment, Europol. Les cibles ne sont pas des petites mains, ne sont pas des charbonneurs. Les cibles sont au contraire des responsables de haut niveau du narcobanditisme et nous le souhaitons, nous pensons que le coup de filet qui était donné dès ce matin est un coup dur porté à leur organisation autour du quartier de la Castellane. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Donc, je suis venu à Marseille pour illustrer donc, ces 2 stratégies nouvelles en matière de sécurité du quotidien et aussi en matière de lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Je vais maintenant passer la parole au préfet de département, de région, de zone et même de police désormais, pour qu'il puisse vous détailler les résultats. Monsieur le préfet, c'est à vous. Merci, monsieur le ministre d'État. Vous l'avez bien dit, Marseille, et notamment le 3e arrondissement, Berlétan, Gardanne, Senace, Château-Renard. Hier, vous l'avez dit, monsieur le ministre d'État, 1000 fonctionnaires étaient engagés, policiers, à peu près 700, gendarmes, 200, mais aussi, monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit, des fonctionnaires en charge de la sécurité alimentaire, des fonctionnaires en charge de la lutte contre le travail dissimulé. 10 000 personnes ont été contrôlées, 106 personnes ont été interpellées. Et si vous le voulez, je vais prendre les différents index que vous avez indiqués. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, donc de tenue de la voie publique, sur les 10 000 contrôles, 30 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés,
des OQTF leur ont été délivrés et vous avez, à l'heure où je vous parle, 12 placements en centre de rétention administrative. Très intéressant aussi en termes de tenue de la voie publique. Je le dis pour le directeur de la police nationale, mais 34 fiches de recherche, ce qui est, M. Misetta, la preuve que la voie publique a été tenue. Et ce sera répété et durable comme vous le voulez, mais dès lors que vous retrouvez 34 fiches de recherche, dont un adolescent en fugue et une personne qui a été lourdement condamnée, vous avez des décisions judiciaires qui sont mieux exécutées. Sur le thème de la lutte contre l'usage et le trafic des stupéfiants, qui était le deuxième index de l'opération hier, contrôle de la voie publique, c'est lutte contre l'immigration clandestine, contrôle de la voie publique, c'est aussi le contrôle des établissements, 31 établissements contrôlés. À l'heure actuelle, 9 fermetures et 8 procédures contradictoires sont engagées. Donc ça veut dire que sur le 3e arrondissement de Marseille, mais aussi à Berlétan, mais aussi à Istres, il y a eu l'illustration de ce que vous aviez indiqué sur le caractère, j'allais dire, multimodal de notre action. En matière de lutte contre l'usage de trafic de stupéfiants, évidemment, ça n'a pas l'ampleur de la grande opération judiciaire qui a eu lieu à l'Aube et que vous avez décrite, mais on a quand même, si j'ose dire, ramassé de la résine de cannabis, des bonbonnes de cocaïne et notamment engagé 13 infractions à la législation sur les armes, dont une arme d'épaule. Il y a de nombreux contrôles routiers et de contrôles dans les transports en commun qui ont été conduits et évidemment une dizaine d'interpellations pour violence sur agents de la force publique lorsqu'on tient la voie publique, que ce soit à Marseille, par exemple dans le 3e arrondissement, ou que ce soit à Istres. Effectivement, on fait diminuer les atteintes aux biens et aux personnes. Voilà, Monsieur le ministre d'État, le résultat de la première opération qui illustre cette stratégie globale. Vous nous l'avez demandé, nous le ferons, mais surtout le message que je voulais adresser à tout le monde, évidemment aux élus qui sont intéressés comme représentants de la population, mais aussi aux forces de l'ordre, c'est qu'évidemment, ce genre d'opération n'a de sens, vous l'avez dit, que si elle est répétée, si elle est durable. L'opération de ce matin était inédite, il y en aura d'autres. Il y en aura de moindre ampleur, il y aura d'ampleur équivalente. Vous l'avez dit, tenir la voie publique, c'est un marathon et nous nous y engageons. Monsieur le ministre d'État, l'opération d'hier était assez inédite et massive. Elle sera répétée, évidemment pas toutes les semaines, mais nous y reviendrons et nous nous concentrerons notamment sur les zones sur lesquelles nous ne sommes pas intervenus hier. Voilà, Monsieur le ministre d'État, les premiers résultats. Tous les index ont été couverts. Nous sommes allés partout. C'est ce qu'on dit sur le plateau de Langres. Tout, partout. Et on reviendra sur l'ouvrage. Merci, Monsieur le Préfet. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions et réponses. Bonjour, Tanguy Hamon pour CNews. Je voulais savoir si on pouvait avoir un peu plus de détails sur les profils des 21 interpellés, s'ils sont liés à certaines bandes criminelles, on va dire, médiatiques, et savoir notamment s'ils ont seulement un lien avec le narcobanditisme ou si on peut aussi y voir un lien avec les attaques des prisons de ces derniers jours. Non, d'abord, je ne peux pas tout dire, dans la mesure, et d'abord, je ne sais pas tout, puisque cette enquête est diligentée par l'autorité judiciaire. Je voudrais quand même au passage féliciter, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, nos hommes, nos femmes de l'intérieur, nos enquêteurs, à travers notamment la police judiciaire et ceux et celles qui sont intervenus, le RAID et les BERI, qui font un travail magnifique. Non, nous ne pensons pas qu'il y a de lien avec ce qui s'est passé dans les prisons. En revanche, je vous confirme que ça n'est pas du menu fretin, que ce sont des hauts responsables qui tiennent un réseau à la Castellane et que le coup que nous allons leur porter est un coup, j'espère mortel, mais en tout cas extrêmement sérieux pour eux. Ça a été déclenché depuis Marseille, mais c'est aussi une enquête qui a eu des ramifications nationales. J'en dirai pas plus aujourd'hui, mais je pense que ça illustre cette nécessité d'une coopération
étroite entre les forces de sécurité intérieure, la police donc, notamment la police judiciaire, pas que, voilà, et procureurs et magistrats instructeurs. Vous pensez bien que je ne peux pas vous donner de nom au moment où je m'exprime. Ce sera le procureur qui pourra le faire. Bonjour, Thomas Bernabé, BFM Marseille. Cette nuit, une nouvelle attaque contre une prison, celle de Luynes, a été perpétrée. C'est des actes qui ont tendance à se répéter. Vous avez parlé du narcobanditisme et de la sécurité au quotidien. Que comptez-vous faire concernant ces phénomènes dans les prisons ? Les informations qui m'ont été données d'ailleurs par le préfet et par le DPN ce matin sur Luynes, c'est en réalité des mortiers en l'air. Ça n'a pas été dirigé contre, par exemple, un mur, contre une porte, mais c'est des éléments qu'on prend en compte. Depuis un peu plus de 10 jours, puisque les exactions ont commencé le 13 avril, on assiste sur l'ensemble du territoire national. Et que quand je parle de l'ensemble du territoire national, on doit être à 32, 3 ou 4 départements. On m'a donné, la DNPJ m'a donné hier ou avant-hier la carte de France, qui est une sorte de carte de chaleur, vous voyez, où les événements se sont produits. Et on voit que l'ensemble quasiment de nos régions sont concernés. Au moment où je vous parle, il y a sans doute plus d'une centaine de faits. Attention à la comptabilité, parce que si vous aviez ici, j'étais avec lui, avec le Premier ministre, et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, hier, le procureur national antiterroriste, lui s'est saisi pour 13 faits. Nous, on totalise tous les faits. Vous voyez, tous les faits sont totalisés. Lui, évidemment, PNAT, il se saisit des faits les plus sérieux, les plus graves. Mais pour dire qu'il y a de très nombreux faits. Ce qui est visé, c'est à la fois, comme vous le savez, les établissements pénitentiaires et les domiciles des agents pénitentiaires, ce qui crée une menace, qui crée un stress qui est très très important, d'où la visite avec le Premier ministre et le garde des Sceaux d'hier. Le dossier, donc c'est au niveau judiciaire le PNAT, qui a confié à un service particulier, une sous-direction particulière antiterroriste. Ce qui va nous permettre, puisque c'est le PNAT d'un côté pour la justice et nous, la SDAT de l'autre, d'avoir une coordination nationale. Ce que je peux vous dire, c'est que comme pour l'opération dont je viens de vous parler, qui mobilisait 170 enquêteurs, sur l'opération dont je vous parle, qui concerne les prisons, eh bien, sur cette opération, nous avons mobilisé aujourd'hui à peu près 130 enquêteurs et nous avons même mobilisé la ressource principale de la police scientifique et technique est à Uquilly, près de Lyon, une trentaine d'enquêteurs, policiers et personnels, si j'ose dire, scientifiques et techniques, sont à plein temps sur cette opération. J'ai eu l'occasion de le dire, j'espère que dans quelques jours, on pourra procéder à des interpellations. Encore une fois, là encore, c'est l'autorité judiciaire qui marque le rythme au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Mais croyez-moi, et c'est ce que j'ai souvent dit, je l'avais dit d'ailleurs pour Amra, à l'époque ça m'avait été reproché, on l'avait dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais on l'aura, et on l'a eu. On l'a eu à Bucarest, en Roumanie, et ça nous a permis d'avoir un coup de filet d'une quarantaine de complices, à la fois en Espagne, au Maroc, et le dernier, on était allé le chercher en Thaïlande. Donc le combat, qui est une guerre d'ailleurs, et cette riposte, je pense, puisqu'au départ il y avait 3 hypothèses. Il y avait l'hypothèse de l'ultra-gauche, il y avait l'hypothèse d'une ingérence étrangère et l'hypothèse narcotrafic. J'ai toujours plutôt privilégié, dans mon intime conviction, la 3e de ces hypothèses, parce que ça intervient au moment où la loi narcotrafic est votée, ça intervient où on a des actions coup de poing. Mais finalement, on voit bien que cette riposte, elle n'est là que pour exprimer en réalité leur colère. Ce n'est pas eux qui nous déclarent la guerre, c'est nous qui leur avons déclaré la guerre. Il y a une riposte, certes, le combat sera long, il sera difficile, je le dis devant les Français, je n'ai jamais dit aux Français, pour ne pas leur mentir ni les tromper, que les choses seraient simples. Mais ça y est, on a désormais un arsenal nouveau, on va combattre à armes égales, y compris d'ailleurs en matière de techniques de renseignement, y compris avec le fameux dossier coffre et autres. Eh bien, je pense que ce combat, on le gagnera avec le temps. Tout comme dans l'affaire que vous citez sur les prisons, je ne doute pas un instant qu'on ne parvienne pas à interpeller ceux qui ont commis ces infractions.
pas seulement les petites mains, mais aussi les donneurs d'ordre. Comme je le disais dans une émission de télévision hier matin, ça s'est produit il y a une dizaine de jours, hein, donc laissez du temps aux enquêteurs pour boucler des enquêtes. C'est très très lourd, je ne peux pas donner le nombre de scellés par exemple que le laboratoire scientifique et technique d'EQI doit analyser, mais c'est des analyses qui sont fines, qui sont longues, mais je suis sûr que ce sera rapide. Bonjour, Caroline Garcia pour AEF Info, je suis là. Pardon. Vous parlez de rupture stratégique dans les opérations qui ont été mises en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il y a une rupture avec les opérations XXL, par exemple, ou les stratégies de pilonnage qui étaient mises en place précédemment? La stratégie XXL a fonctionné, mais j'ai souhaité la compléter. J'ai souhaité la compléter puisque je vous ai parlé d'un triptyque, 3 dimensions. Il y a la dimension coup de poing, telle que vous l'avez décrite, très sécuritaire, policière, classique. Et ça, c'est nécessaire. Mais j'ai souhaité, moi, la compléter par 2 autres dimensions. La dimension du renseignement en profondeur. Et on va disposer, avec l'état-major à Paris, de 4 services de renseignement qui seront décloisonnés et qui vont se parler. Ce qui nous permet, à partir du renseignement, de judiciariser des individus et de monter des opérations de démantèlement. Par exemple, comme ce matin. Donc, on complète la dimension sécuritaire d'une dimension judiciaire et d'une dimension administrative. Al Capone est tombé par le portefeuille. Et par conséquent, là aussi, on a des instruments qui s'appellent CODAF, par exemple, qui est présidé par le procureur et par le préfet dans chaque département, des comités départementaux antifraude, qui réunissent tous les services de l'État. Et là, on essaie de voir les commerces qui sont des blanchisseuses. On essaie de tracer des flux financiers. On essaie de voir, d'un point de vue fiscal, si les gens sont dans les normes ou non. On essaie de voir sur le plan sanitaire, etc., etc. Donc, c'est que dans une stratégie globale, à mon sens, qu'on pourra gagner la guerre. Sinon, on porte des coups, mais les points de deal se reconstituent, se déplacent. Il faut essayer de démanteler des écosystèmes et des réseaux. C'est plus long, c'est parfois peut-être moins spectaculaire, mais je pense que c'est plus durable. Donc Jade Esposito pour SCI. Il y a quelques mois, vous aviez lancé l'opération Place Net qui évoquait, pareil, le consortium de sécurité, la sécurité du quotidien. Est-ce qu'on peut voir une différence entre les opérations actuelles et les Place Net qui ont eu lieu il y a quelques mois? C'est la question qui vient de m'être posée. Pardon, il y Un coup de film a eu, des désolé. opérations Place Net XXL, en réalité, sous 2 vocables. C'est la même réalité, c'est la dimension sécuritaire que j'assume parfaitement, mais que j'ai souhaité, là encore, compléter avec les 2 autres dimensions, judiciaire et puis administrative. C'est ça vraiment la différence, c'est la vraie différence. Bonjour, Jérémy Essas, France 3 Provence-Alpes. Quels moyens supplémentaires avez-vous pour mener cette nouvelle stratégie? Alors, sur les moyens supplémentaires, lorsque j'étais venu le 8 novembre dernier, j'avais pris des engagements et ces engagements ont été tenus ou le seront dans les prochains mois. Un des points auxquels je tiens beaucoup, qui illustre l'opération d'aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas concentrer sur un seul territoire toute la ressource humaine nécessaire pour mener des lourdes opérations. Ça aussi, c'est un point que je veux assumer. C'est une articulation entre des services qui sont des services très spécialisés, nationaux. Là, j'ai parlé de l'office sur la grande délinquance financière, mais on a beaucoup d'autres offices, de l'unité, par exemple, nationale d'investigation et de l'état-major. Ça, c'est une ressource qui est nationale, qu'on est en train de renforcer et qui sera à disposition
notamment des régions. Mais comme tout est lié, l'opération de ce matin, je vous l'ai dit, les racines sont à Marseille, mais il y a des ramifications ailleurs. Donc il faut absolument un prisme national. L'affaire Amra, pourquoi est-ce qu'on est passé à côté du profil Amra, pensant que c'était du menu fretin? C'est tout simplement parce que ces affaires avaient été dispersées, du point de vue judiciaire, dans, je crois, 3 ou 4 ressorts judiciaires différents. Et que le cloisonnement avait fait que, y compris au sein de la même institution, il n'y avait pas eu ce dialogue. Ça, maintenant, il y aura. Pour ce qui concerne, j'ai les chiffres, alors soit je les annonce ou soit le préfet les annonce, mais pour ce qui concerne notamment en matière d'enquêteurs et en matière de policiers, il y avait la fameuse annonce de Gérald Darmanin, donc de septembre 2021, qui concernait 300 policiers en renfort à Marseille. En matière de réalisation, on a affecté depuis 500 gardiens de la paix en sortie d'école. Mais il peut y avoir des départs en retraite. En effectif total, du coup, et en solde net, ce qui est préférable, puisque ça permet de voir les entrées, les sorties, c'est toujours avec les élus notamment, les petites différences de comptage qu'il peut y avoir. Entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2025, les effectifs de police à Marseille ont été renforcés avec un gain net, donc je parle bien de solde net, de gain net, de 209 agents. Ces 209 agents ne comprennent pas les annonces que j'avais faites à la fin de l'année, au mois de novembre, lorsque j'étais venu, parce que j'avais souhaité, moi, consacrer un effort particulier, notamment à l'investigation. D'ailleurs, c'est aussi des efforts que je souhaite faire sur le plan national. On a une filière d'investigation qu'il faut impérativement relancer et renforcer, mais les engagements ont été tenus. Donc c'est en matière d'investigation 24 policiers sur la police judiciaire. Je croise les regards des directeurs qui me font que, bien entendu, il n'y a pas de problème, et qui ont donc été intégrés au service interdépartemental de la police judiciaire. Et au cours de cette année-là, il y aura un renfort, en plus du solde que je vous ai donné tout à l'heure, des 209, de 95 policiers supplémentaires en matière de voie publique. Je rappelle aussi qu'on a les 3 unités CRS classiques dédiées sur Marseille et 2 CRS qui interviennent souvent sur Marseille de nouvelle génération. Voilà. Donc, bien sûr, les moyens... Vous savez, quand on compare d'ailleurs les effectifs policiers en France par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays européens, on voit qu'on est pas mal lotis. Moi, je crois qu'évidemment, il faut des effectifs, mais il faut les bonnes stratégies. Il faut les bonnes stratégies. Est-ce que vous étiez complété? J'ai peut-être oublié un point. Non, vous avez été complet, mais je voudrais faire une petite conversion. Quand vous avez, le ministre d'État l'a dit, 3 CRS en permanence sur les Bouches-du-Rhône, et elles sont principalement dédiées à Marseille, c'est l'équivalent de 3 commissariats de police. Ce qui est significatif et qui prouve bien qu'il y a un engagement de long terme. Alors, ces 3 unités de CRS, elles font de la sécurisation, elles ont d'ailleurs participé à l'opération hier, elles peuvent se retrouver autour du stade Vélodrome lorsqu'il y a un match sensible. Vous pouvez les retrouver dans les quartiers difficiles, en centre-ville, dans le 3e arrondissement, autour de la gare, comme ce matin, mais 3 unités de CRS en permanence, même si il y a une rotation. Vous pouvez avoir une CRS de Chalon-sur-Saône ou une CRS de Troyes qui vient. Elles font des vacations assez longues qui leur permettent de s'approprier le terrain, mais en général, 3 unités de CRS en permanence, c'est comme s'il y avait 3 commissariats de plus dans les Bouches-du-Rhône, pour faire une petite conversion, Monsieur le ministre d'État. Voilà, sur les chiffres. Oui, madame. Oui, bonjour, Catherine Walgenwitz, journal La Marseillaise. On a vu que les opérations étaient menées dans des quartiers sensibles et populaires de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation d'une partie de la population et comment renouer peut-être le dialogue avec les plus fragiles, ceux qui sont victimes aussi? Vous avez vu que, avec le préfet, nous avons tenu à déborder très très largement des quartiers dont on parle. C'est une opération, d'ailleurs j'aurais dû le dire, qui a concerné l'ensemble du département. Donc zone police et zone gendarmerie, première chose. Deuxième chose, qui a concerné non pas seulement tout le département, mais
tout Marseille, des quartiers, mais y compris le centre. Quand le préfet tout à l'heure a parlé du 3e arrondissement, à ce que je sache, le 3e arrondissement, ce n'est pas les quartiers nord. Bon, donc il s'agit de stigmatiser aucun quartier, il s'agit sur les faits constatés d'aller là où il y a de la délinquance et d'avoir l'action publique la plus efficace possible. Voilà. Et vous voyez bien que d'un point de vue géographique, il n'y a eu aucune stigmatisation. Et moi, je souhaite, et d'ailleurs c'est dans la feuille de route des préfets, des gendarmes et des policiers, que sur les plans d'action départementaux, on n'oublie rien. Je voudrais dire quand même, moi qui habite le milieu rural, que désormais, notamment les drogues les plus dures, elles sont disponibles partout. Il ne faut pas croire que c'est l'apanage de Marseille, des grandes villes, mais c'est aussi le milieu rural. Hein. Vous avez en Vendée, je veux dire, des drogues dures, tout comme vous les avez ailleurs dans d'autres départements. Donc non, c'est bien tous les territoires et c'est à la main des préfets, des gendarmes et puis des policiers. Mais hors de question de stigmatiser qui que ce soit, quelque quartier que ce soit. Monsieur le ministre, je voulais savoir si vous avez une réaction à propos de la décision de justice concernant le lycée Averroès. Et deuxième question dans la question, est-ce que vous estimez que les frères musulmans sont un danger pour la République et si, comme l'a fait la Jordanie, il faudrait en venir à interdire leurs activités en France? Alors, question précise. Je commence par la seconde. Dans quelques jours, je m'y suis engagé. Je rendrai public un rapport que j'ai reçu et qui a été constitué à partir des renseignements, des informations des services les plus qualifiés de l'État sur le frérisme, les frères musulmans et leurs entrismes. Ce rapport, il est accablant. Ce rapport montre qu'il y a des menaces qu'on appelle l'entrisme, qui est un islamisme politique qui se déploie à bas bruit, qui tente d'infiltrer la société française par le biais d'associations sportives, culturelles, sociales, y compris des municipalités. Bientôt, il y aura une élection municipale et il faudra être extrêmement vigilant. Cet islamisme politique conquérant voit loin. Il a une temporalité très longue, mais son objectif reste le même. C'est d'ailleurs les frères musulmans, avec Hassan al-Banna, qui crée en 1928 l'organisation qui constitue aussi, qui pense la matrice politique de l'islamisme politique au sens où je vous en parle. Temporalité longue, mais objectif inchangé. Il s'agit non plus, comme voulait le faire le séparatisme, de créer des petites contre-sociétés séparées de la communauté nationale, mais de faire basculer toute la société française demain dans la charia, avec le credo que la loi islamiste est au-dessus de la loi républicaine. Voilà. Et très clairement, ce rapport, qui sera de toute façon dans quelques jours dans le débat public, pourquoi je dis dans quelques jours, il est classé confidentiel, secret, il comporte des noms, on ne peut pas le rendre public de cette façon. Donc j'ai demandé à ce qu'il soit réécrit pour qu'il puisse être déclassifié, ça sera rapide et ça permettra d'engager le débat public. Ça, c'est la seconde question. La première question sur Averroès. Donc, hier, le tribunal administratif de Lille a cassé une décision qu'un préfet de l'époque, qui est aujourd'hui à mes côtés, c'est le même, avait prise pour que le contrat d'association entre Averroès et le lycée Averroès et la République soit rompu. Il ne s'agissait pas de fermer un lycée, il s'agissait d'interrompre un contrat d'association qui est la voie par laquelle l'État subventionne, aide financièrement, avec l'argent des Français, un établissement. Donc le tribunal administratif de Lille a cassé hier cette décision. Ce n'est pas mon ministère, bien que ce soit un préfet qui ait prise. Alors, bien entendu, le préfet était totalement couvert par le ministre de l'Intérieur de l'époque, le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre de l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que désormais,
il nous appartient de savoir quelle suite nous allons donner. La ministre de l'Éducation nationale, puisque évidemment un contrat d'association ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de l'Éducation nationale, a indiqué hier qu'elle se réservait le droit de faire appel. Bon, pour ce qui me concerne, moi je pense que, évidemment, et je souhaite que ce soit le cas et que l'État fasse appel. Maintenant, je voudrais être plus précis pour redire que les faits sont graves. Que les faits sont graves, qu'ils sont significatifs de ce que je viens d'appeler l'entrisme islamiste, que je veux combattre avec la plus grande fermeté. Et le lycée Averroès est pour nous un bastion de cet entrisme. Et un entrisme qui, en plus, s'attaque à la jeunesse. On a dans des établissements qui devraient être des sanctuaires, des jeunes consciences qui se construisent. Bien. Ce n'est pas l'avis simplement du ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. C'était à l'époque l'avis de l'ensemble du gouvernement, ministère de l'Intérieur, Premier ministre, ministre de l'Éducation nationale. C'était l'avis, c'est toujours l'avis, avant de venir ici, j'ai appelé Xavier Bertrand de la région Hauts-de-France. C'est l'avis de la commission consultative qui, à l'époque, s'était prononcée favorablement sur l'interruption de ce contrat. La décision date du 27 novembre 2023, là encore pour la résiliation du contrat d'association. Et ça a été d'ailleurs l'avis à 2 reprises, en référé bien sûr, en référé, du tribunal administratif de Lille. Je veux revenir sur les faits qui avaient conduit à cette décision, qui est pour moi une décision légitime, une décision qui était juste. D'abord, il y avait eu un contrôle de la Cour régionale des comptes, la CRC, qui avait donné lieu, c'est peu fréquent, à un signalement auprès du procureur de la République. Pourquoi ? Constatant qu'il y avait une opacité des comptes, une confusion des activités, notamment de l'ancien président, qui faisait employer son agence de voyage par l'établissement, pour une somme de plus de 70 000 €. Je vous rappelle que contrat d'association, c'est le contribuable français qui contribue par la voie d'une subvention à la marge d'un établissement. Des financements étrangers du Qatar. Des financements étrangers du Qatar. Des sommes qui étaient versées en liquide, non traçables. Des faux prêts de particuliers. Ou encore l'absence de transmission des comptes. Premier reproche, si j'ose dire, sur le plan financier révélé par la Cour régionale des comptes. Autre reproche qui était la pratique de l'équipe éducative, qui pose question quand vous les aurez entendus. Refus des contrôles diligentés par l'administration de l'Éducation nationale. Et en particulier, refus d'accès au CDI. CDI, les centres de documentation et d'information. Création d'un fichier ciblant les inspecteurs de l'Éducation nationale venant opérer les contrôles. Un fichier avec les noms des inspecteurs de l'Éducation nationale, qui constitue, je le rappelle, au passage, une infraction pénale. Bon. Et enfin, une conférence qui avait été donnée par l'imam Iqwisen, dont on sait parfaitement les liens avec le frérisme, avec les frères musulmans, qui a fini par être expulsé. Et il y avait, là encore, des ouvrages audio, voilà, non seulement une conférence, des ouvrages audio, pour un individu qui a tenu des propos antisémites, homophobes et sexistes. Et enfin, des questionnements sur les enseignements, puisque, là encore, il y avait un cours d'éthique islamique qui promouvait des valeurs parfaitement contraires à celles de la République, et notamment en matière d'égalité hommes-femmes. Voilà, je trouve que le dossier est lourd, que cette décision avait été prise à juste titre. Je n'étais pas ministre de l'Intérieur, je la soutiens totalement, totalement. Le Premier ministre de l'époque ne fait pas partie de ma famille politique, hein, c'était Gabriel Attal qui avait aussi soutenu, et moi je pense qu'on est engagé dans un combat et que ces gens-là attendent de nous une très grande fermeté. Alors, l'une des spécificités du frérisme, c'est qu'il utilise nos valeurs, en tout cas les mots qui définissent nos valeurs, contre nos valeurs. Ils parlent la langue de la liberté, en se revendiquant pour eux-mêmes, contre la liberté. Le langage de la tolérance contre la tolérance.
C'est ce qui rend compliqué les choses, mais c'est ce qui doit ne pas nous tromper. Il ne s'agit pas de retourner cette langue démocratique contre les valeurs de notre démocratie comme on peut retourner un gant, mais juger au fond les faits en les observant objectivement. Voilà, donc on a des éléments qui sont extrêmement graves, extrêmement lourds, et moi il me semble que l'argent des Français n'a rien à faire dans ce genre d'organisation. Oui, pardon, on a dérapé un peu. Hein. Pas d'autre, vous n'aviez pas ajouté, rien ajouté, Monsieur le Préfet. D'abord, merci, Monsieur le ministre d'État, pour le soutien que vous avez apporté à la décision de l'époque du préfet du Nord. Je pense que vous avez très bien dit les choses. Il y en a aussi bien d'autres, mais vous avez dit évidemment l'essentiel qui avait justifié la mesure que j'avais prise. Mais ce n'était pas le préfet Georges-François Leclerc qui avait pris cette décision, c'était le préfet de la République agissant, bien entendu, sur décision et ordre du gouvernement. Merci à vous.